Salut tout le monde! Aujourd'hui, la bibliothèque qu'on découvre était un incontournable dans notre série d'entrevues. On a la chance de s'immiscer dans la bibliothèque de Patrick Sénécal. Patrick, bonjour! Salut, salut! On est super content de t'avoir avec nous ce matin à la bibliothèque. Oui, moi aussi, ça fait plaisir. Grande fan, je dois le dire. Tant mieux. Moi, toujours le fun de revenir à Drummondville, donc pas de problème. Oui, c'est ça, tu viens chercher de l'inspiration pour tes prochains romans. Puis, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je viens, je vérifie des trucs parce que justement, le roman que je suis en train d'écrire, ça passe encore à Drummondville. Puis là, je regardais justement, j'écrivais des choses dans mon roman, je disais, moi, c'est vrai que c'est ça, là? Oui, comme là, j'allais faire un tour en m'en allant, là, je vais aller faire un tour dans le quartier du Golfe parce qu'il y a un coin de rue que je veux voir si c'est comme je l'ai dans la tête. Fait que oui, je viens faire du repérage. C'est bon ça. Puis quand on lit et qu'on est à Drummondville, c'est le fun parce qu'après ça, on a peur de retourner dans notre quartier. Exactement. Parce qu'on l'imagine bien. Patrick, là, dans le fond, si on inclut tes romans jeunesse, tu as publié une vingtaine de romans. Oui, ça doit être, il faudrait que je les compte, là, mais avec les jeunesses, avec les projets parallèles à gauche, à droite que j'ai fait aussi, oui, on doit être. C'est pas 20, c'est pas loin. Là. OK, parce qu'avec les nouvelles en plus, la scénarisation, là, on dépasse. Bref, ta réputation d'auteur est vraiment plus à faire, mais le grand auteur que tu es devenu a un jour été un petit lecteur. Oui. C'est quoi ton plus lointain souvenir de lecture? Le plus lointain, je pense que c'était les livres pour enfants, évidemment, mais moi, les livres pour enfants, c'était pas aussi développé que maintenant. Les livres pour enfants, quand moi j'avais 8, 9, 10 ans, c'était les aventures du Club des 5 ou la bande des 4, je me rappelle plus trop, puis ça m'ennuyait pas mal. Il n'y avait pas de fantastique ou de mystère ou de thriller, genre que j'allais aimer, mais que je savais pas encore que c'est ce que j'allais aimer. C'est sûr que si on va le plus loin, c'est sûrement genre Tintin, là, dans la bande dessinée, puis Astérix et tout ça. Mais le premier livre que j'ai lu avec pas d'image, là, qui est un roman, là, je pense que j'avais commencé à lire Bilbo le Hobbit. Puis je me suis dit, mais j'ai pas trippé pantoute, justement. Je l'ai lu au complet, mais je me suis rendu compte qu'à la fantasy, là, j'avais 10-11 ans, mais c'était pour jeunes, hein, Bilbo le Hobbit, là. C'est quand même moins complexe que Le Seigneur des Anneaux, là. Mais j'avais pas trippé là-dessus. Je m'étais rendu compte que j'étais pas un fan de fantasy, même si j'aimais beaucoup les films, en livre. Et là, j'ai vu des livres qui s'appelaient, et là, c'était pas pantoute pour enfants, ça s'appelait, j'étais allé à la bibliothèque justement de Drummondville à l'époque, qui n'était pas ici, bien sûr, qu'on appelait les bibliothèques municipales, qui était sur Saint-Jean, coin Saint-Joseph à peu près, pour donner une idée, hein, les gens de Drummondville. Et je suis allé là, puis en haut, c'était pour adultes, puis j'avais dit à madame, je peux-tu aller en haut, parce que les livres pour enfants, j'en trouve pas qui me tentent. Fait qu'elle m'avait dit oui. Fait que j'étais allé en haut, puis j'étais tombé sur un roman, pas un roman, mais un recueil de nouvelles qui m'avait attiré parce qu'il y avait des fantômes sur la couverture. Ça s'appelait Les 25 meilleures histoires noires et fantastiques de genré. Et j'ai pris ça, c'était des histoires courtes, c'était pour adultes, alors j'ai pas tout compris, mais j'ai découvert qu'on peut avoir peur en lisant des histoires. Et là, j'avais 11 ans à peu près. Et c'est là que j'ai découvert ce que j'allais aimer plus tard dans la vie. Puis à partir de là que j'ai commencé à écrire aussi ce genre d'histoire-là. OK. Puis adolescent, dans le fond, en vieillissant, tu as toujours continué à lire vraiment de l'horreur? Oui, en fait, je ne lisais que ça et c'est vraiment le cégep qui m'a ouvert à autre chose. Quand je suis arrivé au cégep de Drummondville comme étudiant, j'étais en littérature. Alors, il fallait, évidemment, à l'époque de littérature, elle allait nous faire lire beaucoup d'autres choses que du fantastique et de l'horreur. Et là, je me disais, bon, ouvre-toi l'esprit, il faut que tu lises autres choses, même si ça ne me tentait pas. Et c'est là que j'ai découvert qu'il existait d'autres choses. En fait, le premier roman qui m'a marqué, qui n'était pas de l'horreur ou du fantastique ou du thriller, c'est À l'Est d'Éden de John Steinbeck que j'avais lu, que Francine Pepin, un ancien professeur du cégep et ancienne collègue aussi, parce que j'ai enseigné au cégep à Drummondville, m'a fait découvrir ce roman-là et j'avais capoté. Je m'étais rendu compte que là, j'avais compris que la littérature, c'était pas juste de l'horreur, du fantastique, qu'il y avait plein d'autres choses aussi. Voilà. Puis en tant qu'adulte, maintenant, est-ce que tu lis toujours autre chose que de l'horreur? En fait, je te dirais que je lis pas plus de l'horreur ou du fantastique que d'autres choses. Je lis vraiment de tout. J'ai une formation littéraire, fait que la littérature en général m'intéresse. Fait que je peux autant lire. Demain matin, je peux commencer à lire un Dostoïevski, puis après ça, je vais lire un roman québécois récent, puis après ça, je vais tomber dans un Stephen King. Ou là, Stephen King, je le lis plus vraiment, mais en tout cas, du même genre, peu importe. Fait que je suis très, très éclectique, puis je veux le demeurer parce que je trouve que la littérature m'intéresse en tant que médium. C'est pas juste un genre qui m'intéresse. Puis j'aime me mettre dans le contexte de l'époque où le roman a été écrit. À chaque fois que je lis un roman, je vais voir en quelle année il a été écrit, quel auteur, quel pays, puis c'est quoi un peu
c'était quoi là, qui se passait socialement dans ce pays-là et politiquement à ce moment-là, parce que c'est souvent très révélateur du roman lui-même. Là. Puis est-ce que de lire, mettons, autre chose que du thriller, de l'horreur, puis tout ça, ça t'inspire pour tes autres romans, de prendre ce côté-là puis de le rendre plus sombre? Ben, je pense que oui, je pense qu'il faut s'ouvrir à tout. Moi, j'ose espérer que les grands romans que je lis, parce que je ne lis pas juste des grands romans, mais quand je tombe sur des grands écrivains, j'ose espérer qu'inconsciemment, ils font de moi un écrivain meilleur. Je suis pas en train de dire que, parce que j'ai dit Dostoïevski, je dois écrire comme Dostoïevski, c'est pas ça que je dis, mais dans le sens qu'il amène justement des facettes que le thriller n'a pas nécessairement tout le temps, ou que l'horreur n'a pas, puis que j'espère que ça mijote en moi. C'est comme les musiciens. Je pense qu'un bon musicien, même si il joue du heavy metal ou il joue du hip-hop, qui chante du hip-hop, j'ai l'impression que les bons musiciens écoutent un peu de tout puis qu'ils intègrent ça. Puis ça fait que dans leur propre genre, ils ne vont pas se répéter parce qu'ils vont être influencés par toutes sortes de visions différentes. Alors j'imagine, en tout cas, j'ose espérer que c'est la même chose pour l'écriture. Puis il me semble que si je lisais juste d'horreur, juste fantastique, ben, je ne ferais que répéter ces codes-là. Puis moi, je ne veux pas être catégorisé dans un code, justement, ou dans un genre. Oui, je sais que je fais du roman noir, mais en même temps, je sais que c'est pas juste d'horreur, c'est pas juste... Bon, fait que j'ose espérer que de lire d'autres choses aussi m'ouvre l'esprit dans mon écriture même. En tout cas, j'espère que oui. De sortir d'une certaine structure pour qu'on évite d'entendre, ben tu sais, t'en as lu un, t'es toutes lues. Oui, c'est ça. Puis s'il y a un genre qui est facile de se répéter, c'est bien l'horreur, c'est bien le thriller, le roman policier. C'est des genres qui sont tellement codés que c'est facile de suivre une recette puis de n'être que... Tu sais, moi, je dirais que les 3/4 des romans policiers suivent la même recette. Là. Je veux dire, tu as une enquête, tu sais pas c'est qui, tu as le policier qui fait l'enquête, il découvre c'est qui à la fin, puis il l'arrête. Puis à travers ça, ben, tu as un peu la vie personnelle du policier qui souvent est en train de divorcer ou est alcoolique ou est bon. Tu sais, et malgré ça, il y a des très très bons romans policiers, mais si je me mettais à lire juste des romans policiers, j'en lirais une tralée de pas très bons parce que c'est un code. Même chose pour l'horreur. Là. Il y a beaucoup de livres d'horreur qui sont pas bons parce qu'ils suivent les mêmes codes. Alors donc, de lire toutes sortes de choses et de ne lire que les... Tu sais, quand j'ai un roman d'horreur ou un roman policier, je me suis informé, il paraît qu'il est bon, les critiques ont été bonnes, il paraît que ça va ailleurs. Alors j'essaye de... Moi, mon drame dans ma vie, c'est que je ne lirai pas tous les romans que je veux lire. Là. J'ai compris ça. J'ai 53 ans, fait que j'en ai plus derrière moi que devant moi. J'ai pas lu le 10e de ce que je veux lire dans ma vie. Alors, je me suis fait une raison. Je ne lirai pas tous les romans que je veux lire. Alors, au moins, je vais essayer de les choisir puis de ne pas perdre trop de temps à lire des choses ordinaires, mettons. Parfait. Puis, est-ce que, selon toi, il y a un auteur dont l'œuvre est vraiment un intouchable? Tu sais, c'est immuable. Si jamais on en dit du mal, tu... moi, je pense qu'on peut dire du mal de qui on veut, mais il faut avoir des bons arguments. En fait, c'est pas dire du mal, c'est de dire si on a aimé ou pas, mais je fais un peu comme mon personnage de Sarkozy dans Malphas, qui est un peu basé sur moi dans le sens que il est prof de cégep, j'étais prof de cégep, mais mettons que je suis pas aussi trash que lui, mais j'aurais pu devenir un Sarkozy. Si j'avais pas été quelqu'un qui s'est pris en main à un moment donné et qui a dit, bon, on devient un peu plus sérieux, j'ai un fond Sarkozy en moi. Sarkozy, c'est le nom du personnage. Je sais qu'il y a le même nom que le politicien en France, mais ça c'est voulu justement, c'est ça le clin d'œil. Mais lui, dans ma série, c'est un fan de Zola. Puis quand les étudiants n'aiment pas aimer Zola, il est en maudit après eux autres. Il a même déjà frappé un étudiant parce que l'étudiant avait dit du mal de Zola. J'ai jamais fait ça de ma vie, évidemment. Là. Alors, pour moi, Zola, tu vois, là, on parle de littérature classique, là, on est loin du roman d'horreur, quoique certains de ces romans sont assez sombres. Pour moi, c'est un intouchable. Alors, évidemment, je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas, puis moi, je suis prêt à écouter les arguments, mais j'arrive pas vraiment à trouver des défauts à cet auteur-là, puis pour moi, c'est un auteur qui a changé ma vie. C'est un peu fort, mais pour moi, il y a un avant et un après Zola quand j'ai lu dans ma carrière de lecteur, mettons. Ouais. OK. Puis, est-ce que tu as un plaisir coupable en littérature? Ben, j'ai pensé à ça, un plaisir coupable. Moi, j'assume tout ce que je lis. Puis, comme je viens de dire un peu, je lis des choses en général, que je me suis informé que c'était bon. Parce que je trouve que j'ai pas de temps à perdre à lire des affaires moins intéressantes. Quoique je sais que je lis des trucs que des gens n'aiment pas. Mais je peux pas dire, oh, j'ai lu ça, je sais que c'est pas bon. Mais cette semaine, non, pas cette semaine. Le mois passé, j'ai retrouvé, je fais du ménage dans mes vieilles bandes dessinées, puis j'ai retrouvé des vieilles bandes dessinées et d'Edica. Edica, c'est un auteur français qui écrit pour Fluide Glacial. Là, il est rendu vieux, je ne sais pas ce qu'il écrit encore, c'est pas encore des BD. Mais lui, il a commencé dans les années 70-80. J'avais découvert ça à ce moment-là, puis c'est hyper absurde et sexuel. C'est très, très sexuel et très absurde.
Puis à l'époque, c'était même un peu, ouais, c'était un peu sexiste, c'était un peu misogyne, c'était un peu, mais tu sais, ça fait 20 ans, 30 ans, ça passait. Là, j'ai relu ça dernièrement, et là, il y a des blagues que je faisais, oh mon Dieu, c'est pas possible, là. Ça passerait plus, ça, mais ça passerait plus du tout, là. Et même moi qui est capable d'en prendre, je me disais, non, c'est pas drôle, ça, c'est vraiment pas drôle, man, là, tu pousses, là. Et je serais curieux de savoir si lui, en se relisant, il ferait, mon Dieu, c'est vrai que c'est un peu élevé. Parce que je pense qu'il faut changer, il faut se rendre compte que des choses changent. Et moi-même, comme écrivain, il y a des choses quand j'écris que je réfléchissais moins avant. Fait que, en lisant ça, je me suis rendu compte que comme lecteur, j'avais évolué aussi parce qu'il y a des blagues que j'ai faites. Non, je peux pas assumer ça comme lecteur, je peux pas rire de ça. Tellement que je me demande si je vais les remettre à la vue de tout le monde chez nous parce que quelqu'un ouvre ça et il tombe sur une blague vraiment trash, je préfère, ben voyons donc, Patrick, tu trouves ça drôle? Puis je fais, non, celle-là n'est pas très drôle, effectivement. mais gars, celle-là est bonne. Fait que là, je suis comme partagé, je trouve encore ça drôle, mais en même temps, je suis un peu mal à l'aise. Fait que Idika, en ce moment, est dans une zone grise, disons ça de même. T'as presque peur de rire à voix haute chez vous, même si t'es tout seul dans ta chambre à lire. Non, mais il y en a qui n'ont même pas envie de rire. Je fais, oh mon Dieu, c'est bien élevé, c'est pas cool ça, c'est vraiment misogyne. Fait que, oui, il y aurait une relecture à faire d'Idika et à se demander qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais quand tu le replaces en contexte de l'époque où ça a été écrit, est-ce que tu le vois d'un autre œil? Oui, mais je pense que même à l'époque, ça l'était, misogyne et sexiste, mais on dirait qu'on était plus... On acceptait plus ça pour X raisons sociales, et je pense qu'on se rend compte avec le regard. Je ne dis pas qu'il faut l'interdire et le censurer. Moi, je pense que toute œuvre appartient à son époque, justement, mais quand même, l'intérêt de ça, c'est de dire, hey, à l'époque, c'était acceptable, ça. Je me demande si Fluide Glacial republierait ça tel quel aujourd'hui. Je me pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant comme étude de l'époque de dire, hey, ça, on trouvait ça drôle. Christy, aujourd'hui, même à l'époque, c'était élevé. Là, c'est pas juste élevé, c'est inadmissible, je pense, en tout cas. Oui, c'est ça. Puis il y avait une certaine liberté d'expression là-dedans. Puis si je peux m'en aller un peu là, dans ce sens-là, là, selon toi, tu sais, en quoi les dérives législatives qui sont liées à la liberté d'expression peuvent nuire à un processus créateur chez les auteurs puis les autrices? En fait, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas, comme Idika, s'il continue à faire des bandes dessinées comme ça, moi, je ne suis pas de ceux qui disent il faut l'interdire de le faire. Il a le droit de le faire. Moi, comme lecteur, après, j'ai le choix de dire si ça me plaît ou pas. Alors moi, je pense qu'en fiction, il ne devrait pas avoir aucune règle. Je pense que tu as le droit d'inventer ce que tu veux, en autant que ce n'est pas des appels à la haine ou des appels au meurtre ou à l'intolérance, évidemment. Mais je pense qu'en fiction, tu peux pas accuser quelqu'un d'un crime qu'il invente. Ça, je pense que ça se fait pas. Après ça, c'est au lecteur à décider si lui, ça lui plaît ou pas. Moi, en ce moment, Idika, s'il avait publié ces bandes dessinées-là aujourd'hui et que je tombais là-dessus aujourd'hui, je pense pas que je les achèterais parce qu'il y a trop de blagues que je fais, non, moi, je peux pas assumer ça. Mais je suis pas de ceux qui disent il faut l'interdire de publier. Je fais confiance au lecteur qui décide, lui, ce qu'il fait avec ça. Alors, c'est un peu comme l'affaire Godbout, Yvan Godbout, qui a été reconnu non coupable pour avoir publié des scènes de pédophiles dans un roman de fiction. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, pas parce que j'aime ça qu'il y ait des scènes de pédophiles dans des livres nécessairement. Je ne suis pas en train de dire que son livre est bon ou pas bon, je ne suis pas en train de dire si c'est bien fait ou mal fait dans son livre. Ça n'a aucune importance, ça. Je ne l'ai même pas lu, son livre. La question n'est pas là. La question n'est pas de savoir si c'est bon ou pas. La question, c'est est-ce qu'on peut condamner quelqu'un pour pédophilie alors qu'il a inventé une scène de pédophilie? D'autant plus que c'est une scène qui condamne la pédophilie et à la fin, le gars qui est pédophile, il paraît qui mange une méchante volée. Fait que je me dis, on peut pas. Sinon, on va reculer, là, puis tous les livres qu'on va mettre à l'index, on n'a pas fini, là. Dans la bibliothèque ici, là, on va en trouver, là. C'est normal, il y en a plein. Puis on est pédophile à partir de quoi, de quel moment dans un livre, là, je veux dire. La description, oui, mais si on fait juste l'évoquer, moi, dans un de mes romans, Le Vide, à un moment donné, on entend une scène dans la chambre d'à côté où un petit gars est en train de subir une agression sexuelle. On le voit pas, mais quelqu'un pourrait dire, ben ça commence là. À partir de là, il y a de la pédophilie. Fait qu'à un moment donné, c'est juste ingérable. C'est impossible à être objectif dans ce truc-là. C'est comme la peine de mort. On est tous d'accord qu'un gars qui a assassiné 24 enfants et qui les a découpés en morceaux, ça meurt. On ne va pas pleurer personne. Mais à partir de quel crime quelqu'un mérite la peine de mort? C'est ça qui est impossible à décider. Alors, comme c'est impossible, tu ne le fais pas, tu ne l'appliques pas. Alors, je trouve que c'est la même chose pour la censure. Parce que à partir de quand quelque chose devient, qu'on accepte ça comme société en fiction, qui va décider ça? Ça va être quoi les critères? C'est impossible à gérer de façon objective. Alors, on permet tout.
puis en fiction, hein, évidemment, puis on fait confiance après au lecteur on éduque le lecteur, puis c'est au lecteur à se faire lui-même sa propre, à délimiter ses propres limites. C'est ça, parce qu'au-delà de ça aussi, il y a une réflexion à avoir. Comme tu disais, si c'est quelque chose qui est dénoncé, si on prend par exemple les 7 jours du talion, est-ce que c'est valable qu'un père venge? Ça évoque un... C'est ça, c'est parce que moi, il y a une école qui avait interdit le livre, justement, mais il y a un prof qui m'a défendu en disant « Oui, mais parce qu'il y a une réflexion sur la vengeance là-dedans. Là, le livre montre que ça n'a pas de sens, la vengeance, même si c'est humain de vouloir le faire. » Fait que on peut pas empêcher les gens d'avoir leur propre réflexion à partir de... L'art, ça sert à ça aussi. L'art, ça sert à secouer, ça sert à rendre mal à l'aise, ça sert à venir nous confronter dans nos limites. Si l'art devient beau, gentil tout le temps, ben il y a des choses auxquelles on ne sera plus confronté, puis il y a des choses qui existent. Alors, il faut montrer le reflet de ces choses-là. Le monde n'est pas obligé de les lire. Les gens ne veulent plus être offensés. Mais si vous ne voulez pas être offensés, fermez-le le livre. Mais décidez pas si c'est offensant pour les autres. Laissez les autres décider ce qui les offense et ce qui les offense pas. Moi c'est un peu ça. Ma façon que je vois un artiste, c'est qu'il n'y a pas à se demander s'il est offensant ou non. Il y a juste à se demander si les gens vont accepter ou non son œuvre. Et s'ils ne l'acceptent pas, ils ne liront pas. C'est tout. Puis, mettons, là, si on prend en compte tout ça, le cas là, que tu as évoqué de Godbout, par exemple, comme là, Alice a 20 ans. Puis Alice, il y a quand même des scènes très graphiques, tant sur le plan sexuel que sur la violence. Et si tu avais à le réécrire aujourd'hui, est-ce que tu le réécrirais exactement de la même façon? Je pense que oui, parce que justement, je me suis... on sort la BD, là, ces temps-ci d'Alice, qui va sortir bientôt, là, grosse plug, qui va sortir bientôt. Puis je suis allé relire le roman pour ça, pour faire le scénario. Puis je me suis posé la question, 20 ans après, ça marche encore? Puis je pense qu'il y a peut-être 2-3 phrases que je ferais des petites modifications. Puis même là, je suis pas sûr. Puis c'est drôle parce que je connais beaucoup de filles dans les salons du livre, je rencontre beaucoup d'auteurs. Donc je connais beaucoup d'auteurs de 30 ans, là, à peine 30 ans, dont des filles qui sont très engagées, très féministes et tout ça. Puis il y en a 2, il n'y a pas longtemps, qui l'ont lu, Alice, qui ne l'avait jamais lu. Puis je leur ai demandé après, bon, toi, avec tes yeux de jeune féministe, militante et tout ça, ça marche-tu? Puis ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit, moi, je n'ai pas été offensé par ça. C'est quand même une femme forte, Alice, là-dedans. C'est ça, il y a une certaine émancipation la du personnage. Rouge, c'est une femme forte aussi. Puis voilà, fait que non, il n'y a pas de... Ils n'ont pas senti, ils n'ont pas été... Après ça, c'est une question de goût, évidemment, là. Mais ils ont dit, non, moi, j'ai pas été offensé comme féministe là-dedans. Je trouve pas que c'est un livre dangereux pour les femmes et tout ça. Mais pour la bande dessinée, il fallait quand même faire attention parce que c'est très graphique, justement. Puis on en montre beaucoup, mais je pense que ce qu'on montre est justifiable. Comme il y a une scène de viol à un moment donné dans le roman, et ça, c'était clair qu'on n'allait pas montrer le viol de façon graphique. Jake, le dessinateur, même, il m'a dit, moi, Patrick, je ne vais pas dessiner un viol, il n'y en a pas question. Je lui dis, je te comprends. Je dis, je ne m'attends pas à ça non plus. Fait qu'on a trouvé un moyen, on passe par le regard d'Alice sur un personnage à côté. En tout cas, c'est très bien fait, on comprend ce qui se passe, puis il n'y a pas de... on ne voit pas le viol lui-même, là. Puis c'est bien correct de même. De toute façon, même dans mes vieux romans, il y a 1 ou 2 de mes romans qui a des scènes de viol, je pense. Puis je ne fais pas exprès pour aller dans les détails, là. Je trouve que c'est très délicat. Oui, voilà. Parfait. Si on revient un petit peu à ton profil de lecteur maintenant, si tu avais à recommander 3 œuvres à lire, là, toutes catégories confondues, pas nécessairement du roman, là, c'est vraiment la pire question que je peux te poser, j'imagine. On lit tellement de trucs, mais allons dans 3 genres différents. Dans le classique, dans la littérature classique, mettons le littéraire en moi qui parle, le prof de littérature, je dirais Germinal d'Émile Zola, qui est pour moi un incontournable dans le genre. C'est quasiment l'invention en fait, du roman révolutionnaire, le roman engagé où on parle de syndicats, c'est des mineurs, puis les conditions des mineurs à l'époque, à la fin du 19e siècle. Bon, je suis sûr qu'aujourd'hui, dans certaines places à travers le monde, les mines, ça va pas mieux. Alors, c'est très, très, très dur, c'est très noir, mais en même temps, c'est très réaliste. Fait que ça, c'est le prof de littérature en moi. L'amateur de genre, disons,
Je recommanderais un roman policier. Tu sais, tantôt on parlait que les romans policiers, des fois, le risque c'est que ça se répète. Mais là, Mystic River de Dennis Lehane, qui est un roman extraordinaire. Le film est très bon, mais le livre, évidemment, il est plus précis. Cette histoire-là de trois amis, quand ils étaient petits, ils étaient amis. Il y en a un des trois qui s'est fait enlever, il s'est fait kidnapper pendant une couple de semaines, puis quand on l'a relâché, il n'a jamais voulu expliquer ce qui lui était arrivé, mais on se doute que ça a été terrible. Et plus tard, des années plus tard, il y en a un qui devient criminel, un qui devient policier, l'autre qui devient sa vie un peu plate. Le jeune s'est fait kidnapper. Et comment ce passé-là rattrape ces trois gars-là, parce que celui qui est dans la mafia, maintenant, sa fille se fait tuer. Et il y a une enquête policière dessus par un des trois gars qui est dans la police. En tout cas, c'est très, très noir, c'est très, très sombre. Ça parle de la fatalité humaine, des blessures d'enfance. Puis moi qui n'ai pas besoin d'avoir de la lumière dans les romans que je lis, là, moi je suis capable d'en prendre, là, on peut être sombre tout le long si on veut. Mais à un moment donné, là, à la fin, là, il y a une petite lueur de lumière, là, tout petite, là, parce que, puis c'est pas un punch, je peux en parler. Celui qui est policier, tout le long, sa femme, elle l'appelle, ils ont divorcé, puis sa femme l'appelle, puis elle ne parle pas, elle n'ose pas, puis il dit parle-moi, je veux que tu me parles, puis tu vois qu'il est encore en amour avec et tout ça. Tout le long du roman, il y a ça, et à la fin, cette fin-là qui est terrible, ça, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est terrible comme fin, c'est tellement noir. À la fin, le policier, qui est justement déprimé de tout ce qui se passe, le téléphone sonne, c'était encore sa femme, puis il dit parle-moi, puis je me rappelle que je lisais le roman, puis je me disais parle-y, là, dis-y quelque chose, parce que asti, moi j'en peux plus, là, il faut donne-moi une lumière, donne-moi une lueur quelque part. Puis là, sa femme, elle y parle, je te jure, j'ai fait j'ai eu une espèce de que ça fait du bien. Faut le faire, là, ça veut dire que le romancier, il a vraiment rentré dans les émotions, là. Fait que c'est extraordinaire, ce roman-là. Je suis jaloux de ce roman-là. Je suis vraiment jaloux de ça. Le Québécois en moi, qui découvre des bons romans québécois, proposerait un roman de Paul Cazac qui s'appelle Ténèbres, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est cette année, qui est un coup de poing sur la gueule, qui est un roman, pas d'horreur, mais qui parle de l'horreur humaine. C'est un mélange d'aventure, de fantastique un peu, de philosophie, d'érotisme, c'est très noir, et c'est très ambitieux. Il y a des scènes, il y a 2-3 scènes un peu lyriques à un moment donné que j'ai fait, là, tu délires un peu. Là. Il y a 3-4 passages à un moment donné que je comprenais plus rien. Là. Tu vois que l'auteur, il se paye la traite puis il délire. Là. Mais j'y pardonne parce que le reste est tellement bon, c'est tellement puissant, c'est tellement déstabilisant et je trouve qu'on n'écrit pas assez souvent des romans comme ça au Québec, de ce genre, avec ce souffle-là, avec cette ambition littéraire-là, là, sortir juste de nos bébites à nous autres. Là. Je ne suis pas un fan d'autofiction, mettons, mais il y en a de la bonne. Je sais qu'il y en a de la bonne, je ne veux pas généraliser, mais je trouve qu'on en fait beaucoup, surtout au Québec. Fait que de voir un roman comme ça, d'aventure, ambitieux de même, mais qui parle quand même de l'être humain beaucoup, 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 j'ai fait « Wow, c'est bien extraordinaire ». Fait que ça, c'est ma troisième suggestion. Voilà. C'est génial, merci. Puis, une avant-dernière question. Selon toi, c'est quoi l'importance d'avoir accès à une bibliothèque publique pour une population? Ben moi, je peux pas. S'il y en a un qui est d'accord avec l'existence de ça, c'est bien moi, parce que c'est ce qui, comme j'expliquais tantôt, c'est ce qui m'a fait découvrir la littérature. Parce que si je m'étais juste fié aux livres que j'avais à mon école dans ce temps-là, j'aurais pas découvert ce qui me tentait. Moi, la bibliothèque, pour moi, la bibliothèque publique était l'ouverture sur le monde. C'était tout à coup, je découvre le monde. C'est plus l'école qui décide pour moi. Puis je comprends que dans une école, dans une école primaire, on ne peut pas mettre des livres pour adultes. Là, je comprends ça. Mais moi, j'avais besoin de lire autre chose que les aventures de Pout-Pout et je sais pas qui. Aujourd'hui, cela dit, les enfants ont beaucoup plus de choix que dans mon temps. Ça, c'est clair. Mais moi, ça m'a ouvert sur le monde. Ça m'a fait découvrir des auteurs que je n'aurais pas découvert sinon avant quand. Je ne sais pas avant quand. Donc, ça a accéléré mon processus d'écriture. Et je sais qu'il y a des gens qui me découvrent grâce à ça. Il y a des gens qui me disent acheter un livre, des fois, c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à lire, acheter un livre, il fait mais des coups, j'aime pas ça, tu sais, quand tu n'es pas habitué. Une fois que tu aimes un auteur, tu as découvert que tu aimes lire, là, tu vas aller l'acheter des livres. Mais le processus de découverte, souvent, fait là, je vais aller le louer, puis si j'aime pas ça, c'est pas grave. T'sais. Fait que moi, je sais qu'il y a des gens qui viennent me voir dans les salons du livre et qui me disent j'ai découvert la bibliothèque, mes amis m'ont dit va louer ça, le livre de Patrick Sénécal, là, tu vas voir. Puis là, ils ont aimé ça. Après ça, ils m'ont découvert, ils ont pu m'acheter, s'ils ont voulu acheter mes livres ou même continuer les bibliothèques. Mais c'est comme dire aux gens, prends une chance, essaye quelque chose. Ça coûte rien, ça fait pas mal, puis tu n'as pas de risque. T'sais. Fait que je trouve que c'est une belle initiation pour les gens qui découvrent la lecture. Je trouve ça essentiel. Parfait. Puis là, la dernière question, la question qui tue, est-ce
Est-ce que tu utilises un signet ou tu plies les coins de tes pages? Non, je plie pas les coins de mes pages. Non, je fais pas ça. Je suis pas fétichiste des livres, pourtant. Je veux dire, j'en ai des livres maganés chez nous, là, mais je ferais pas exprès pour les maganer. Puis tourner les pages, là, non. Comme ceux qui prennent leur livre de poche qui les tournent, là. Ah oui, ça me fait mal, moi aussi, quand je vois ça. Fais pas ça. Mais en même temps, ils ont bien le droit. Mais tu sais, je suis pas... si mon livre, mettons que je viens de manger puis qu'il y a une petite tache de sauce, ça me dérange pas tellement ça, parce que, ben, tu sais, je ferais pas exprès pour mettre du ketchup dans mon livre, mais ça me dérange pas tellement qu'il y ait une coupe de taches, c'est du vécu. Je me dis, ah, regarde, j'étais en train de manger quand j'ai lu ça. Mais je ferais pas exprès pour le torturer, là. Tu sais, je ferais pas exprès pour plier les pages, puis non, c'est signé, ça, c'est clair. Ben, écoute, Patrick, merci beaucoup pour ton beau merci. partage. Pour les gens, bon, on l'a mentionné tout à l'heure, il y a la sortie de l'adaptation BD d'Alice qui sort cet automne, quelque part. Début novembre, là. Il y a aussi le balado Écho. Oui, qui est commencé sur Radio-Canada. C'est un balado que j'ai écrit puis qui met en vedette de Céline Bonnier puis Naïma Ricci. Voilà, je suis très content de la réalisation. C'est toute une expérience, en tout cas, pour avoir écouté, là, c'est vraiment une belle expérience. Pour les gens qui nous écoutent, n'oubliez pas que vous pouvez toujours emprunter les livres de Patrick à la bibliothèque. On a aussi les films qui sont adaptés de ces livres. Pour les ados qui écoutent, rendez-vous sur le blog Ado. Il y a une entrevue super intéressante qui a été faite avec Patrick où on se concentre plus sur son profil d'écrivain que de lecteur. Donc, merci d'avoir été là, puis on se revoit pour une prochaine entrevue. Bye! Bye bye, merci.